montrer comment créer un condensat de Bose et on a commencé à discuter les gaz dégénérés fermioniques. La prochaine chose qu'on voulait faire, c'est de discuter les gaz fermioniques réinteraction, mais comme les derniers speakers ont déjà parlé beaucoup de ça, j'ai raccourci cette partie et j'ai augmenté un peu la partie sur les molécules. Et donc je vais vous expliquer sur les gaz fermioniques réinteraction pour que je puisse expliquer quelques expériences que nous avons faites à Innsbruck. Voilà. Donc, on a discuté les fermions et les bosons, et ils ont une statistique vraiment à part, donc ce sont deux mondes à part. La question est, est-ce qu'il y a des liens entre ces deux mondes? Et oui, il y a des liens, et ça devient apparent si on mélange deux types de fermions. Dans ces cas-là, on peut avoir des interactions. Vous vous souvenez des interactions identiques, des fermions identiques qui n'interagissent pas l'un avec l'autre. Donc les choses deviennent vraiment intéressantes dès qu'on mélange deux fermions différents. Maintenant, on peut créer des molécules, et si on baisse la température suffisamment, ces molécules, qui sont des bosons, parce qu'elles sont constituées de deux fermions, peuvent former un DEC moléculaire. Et ce n'est pas le seul superfluide fermionique qu'on puisse créer dans nos expériences. On peut aussi ensuite changer l'interaction entre les atomes et aller d'un condensat des molécules, un gaz fermionique qui a des interactions aussi fortes que permis par la mécanique quantique, c'est le Uniquary Fermi Gas. Et encore plus loin, il y a les gaz DCS. Et juste pour vous donner un exemple que c'est important aussi pour d'autres domaines de la physique. Et d'aller de cette condensat des molécules vers l'état DCS. Pour faire ça, il faut changer l'interaction. On peut faire ça avec une résonance de Weierstrass. Ça, on a déjà discuté un peu avant, probablement je peux aller vite là. On a ici le potentiel moléculaire de ces deux atomes qui rentrent en collision et la longueur de diffusion qui décrit les interactions de fond du dernier état lié dans cette potentiel. Maintenant, un atome, c'est pas seulement un particule, un point, il est constitué des électrons et des nucléus qui peuvent configurer leur spin de manière différente. Et donc, il n'y a pas seulement un potentiel moléculaire là, mais il y en a plusieurs qui appartiennent à des différentes configurations des électrons, des spins des électrons et des nucléus. Et ces différentes configurations-là peuvent avoir des moments magnétiques différents. Ça veut dire qu'on peut changer l'écart en énergie entre ces deux potentiels moléculaires. Et dans le deuxième potentiel que j'ai dessiné, il y a aussi les états liés. Et quand un de ces états liés est juste à résonance avec l'énergie des atomes qui rentrent en collision, les particules peuvent changer leur spin pendant la collision, compiler cet état et ça va fortement influencer la longueur de diffusion. Et c'est ça qu'on dit une résonance de Feshbach. Jusqu'à ce champ magnétique de la résonance, la longueur de diffusion diverge. Voilà. Et comment est-ce qu'on exploite ça maintenant pour former des molécules, comme j'ai dit on change le champ magnétique ainsi pour avoir cet état lié un tout petit peu plus basse que le threshold, comme l'énergie des atomes qui rentrent en collision. Peut-être on va à une énergie de liaison de quelques dizaines de kilohertz. Et maintenant, quand il y a trois atomes qui rentrent en collision l'un avec l'autre, deux peuvent former une molécule dans cet état. Bien sûr, ça va libérer l'énergie de liaison de cette molécule. C'est très peu d'énergie. 20 kHz, ça correspond à 1 microkelvin seulement. Très peu. Mais il faut cette énergie est convertie en énergie cinétique et il faut un autre partenaire en collision avec les molécules pour conserver l'impulsion. C'est pour ça que ça marche que s'il y a trois atomes qui rentrent en collision, comme ça. Okay? C'est comme ça qu'on forme une molécule.
Donc c'est cette situation ici. Et après avoir créé ce condensat des molécules, on change le champ magnétique, on peut accéder à toutes ces autres régions. Et juste pour vous donner un exemple, c'est important aussi pour d'autres domaines dans la physique. Un condensat de molécules correspond peut-être à un condensat sexicon, électron hole pairs dans un semi-conducteur, ou un gaz qui est en train d'interagir aussi fortement que permis par la physique quantique. Ça existe aussi dans l'extérieur d'une étoile à neutrons, parce que par hasard, un neutron avec un spin-up et un neutron avec un spin-down interagissent avec une longueur de diffusion très grande l'un après l'autre. Donc, les équations qui décrivent ces deux systèmes sont les mêmes. Et l'état BCS existe, mais sont pas connus. Ok, et on a créé un condensat moléculaire de lithium-6 chez nous à Innsbruck. Ici, ce sont des images typiques d'un gaz thermique vers un condensat rose. Et en fait, il y a plein d'autres équipes au monde qui ont créé cet état. Les premiers, ça a été Jill Boulder avec la cotation 40, et ensuite plusieurs équipes avec le lithium-6. Ok, bon, c'est que c'est un condensat des molécules, c'est assez clair, je crois. Ce qui peut être un peu moins clair, c'est l'état BCS. Ici, seulement une image très simple, c'est que c'est un état BCS. Ici, c'est l'espace d'impulsion. Et vous avez les deux fermions. Et un fermion avec un spin-up à la surface de cette lac de Fermi peut entrer en interaction avec un fermion du spin opposé, avec impulsion opposée, et eux peuvent créer une unité de Foucault. Ça marche que parce qu'il y a cette lac de Fermi complètement occupé à l'intérieur. Et vous pouvez former beaucoup de ces paires de Foucault, elles sont des bosons qui peuvent condenser, et comme ça, on peut plus ou moins comprendre l'état BCS. Ok, donc, ici, je vous montre le diagramme de phase. C'est un crossover entre le PEC des molécules vers l'état BCS. Et on peut facilement dériver que la température critique pour un condensat des molécules, c'est à peu près 0,5 fois la température des Fermi. Et ici, le BCS, il y a aussi une théorie qui est pas trop compliquée, qui décrit la température de transition, et elle est très basse comparée à la température de transition d'un condensat moléculaire. Et à l'intérieur, c'est vraiment difficile à décrire, parce que c'est un système à interaction forte, il n'y a plus des théories en calculation qui peuvent décrire ça. Et ici, ça c'est la température à partir de laquelle on a des paires, par exemple des molécules, on les crée avant de créer le condensat moléculaire, dès que la température est plus basse que l'énergie de liaison. Et on a exploré cette gaz dans le régime BCS avec beaucoup d'expériences différentes. Et au départ, je voulais vous en expliquer 3 ou 4, mais Sandra a déjà expliqué comment on a dérivé l'équation d'état et a expliqué comment on a détecté la suprafluidité avec en utilisant des propres textes, donc je ne vais plus décrire ça. Mais je veux vous introduire à une technique expérimentale qui est très importante, que nous en Innsbruck on a utilisé pour explorer le BCS crossover dans un système comme ça, homonucléaire, mais aussi dans un mélange de deux espèces fermioniques différentes. Et cette technique, c'est le Radio Frequency Spectroscopy, la spectroscopie en radiofréquence. Et on a utilisé ça pour mettre en évidence l'existence des paires dans les systèmes. Ok, comment ça marche? Ici, je vous montre les états les plus profonds de l'atome de lithium en dépendance du champ magnétique. Et vous devez savoir que la résonance de Feshbach de lithium-6 qu'on exploite pour toutes ces expériences, ça existe entre les deux états les plus bas ici. Okay? Et maintenant, je peux étudier
un gaz en faisant une transition radiofréquence entre cet état interne-là et cet état interne ici. Et je peux, par exemple, observer combien des atomes montent ici après avoir fait ça, ou combien des atomes on a transféré ici. Ok. Donc, si on a un système qui n'interagisse pas, ce qu'on va voir, c'est simplement qu'il y a des particules transférées dès que la fréquence de la radiofréquence est équivalente aux différences de l'énergie entre ces deux états-là d'un atome libre. Maintenant, s'il y a des interactions, en fait, cet atome va, il va être dans un bain d'autres particules et son énergie va être changée. Par exemple, si on a une molécule, ça va être abaissé juste par l'énergie de liaison moléculaire. Et donc, il faut mettre plus d'énergie dedans par la radiofréquence. Et on va transférer des particules que si on a une radiofréquence plus élevée. On a exploité ça pour voir ces molécules, oui. Donc, ici, on crée d'abord un condensat moléculaire et on regarde à quelle radiofréquence on transfère des atomes vers l'autre. Et on a d'abord fait cette expérience à une température très très élevée, beaucoup plus élevée que l'énergie de liaison des molécules. Donc là, on voit bien les pertes quand on émet une radiofréquence qui permet à transmettre des atomes libres de l'état 2 à l'état 3. Cet endroit-là, on voit un signal, mais nulle part ailleurs. Maintenant, on abaisse la température. Là, on a une température qui est bien plus basse que l'énergie de liaison des molécules, et vous voyez qu'il y a un autre signal qui apparaît. Et ça, c'est un signal qui vient des molécules qu'il y a présent dans le système. Et vous voyez qu'il a fallu que j'augmente la fréquence de ma radiofréquence par environ 150 kHz. Et pour le champ magnétique utilisé, ça c'est juste l'énergie de liaison de ces molécules. Et il y a encore un petit pic là, ça ce sont les atomes libres qui restent aussi dans le système. Donc c'est un mélange entre des molécules et les atomes libres. Et si on abaisse la température encore plus, il n'y a plus les atomes, il n'y a que des molécules dans le système. Ok, bon ça c'était assez clair, mais maintenant on peut rendre les choses plus intéressantes en allant sur la résonance ou dans le régime BCS, où la physique est beaucoup plus subtile. Ok, faisons ça. La même expérience, mais on change le champ magnétique. Oups. C'est très faible. Le pointeur laser ne marche plus. Vous avez un autre? Non? Ok. Vous avez un stick ou quelque chose comme ça? Parce que personne ne peut plus voir la stage. Je te montre. Pour les pieds de remplacement pour le pointeur laser. Bon. Oui. Can you switch on and off? Because Sometimes the battery should be okay. Yeah, it changes intensity. Ok. Est-ce que vous voyez ça? On peut pas voir ça. Si? Ok, ouais. D'accord. Donc, ici, on est dans le régime BCS. On a un champ magnétique très élevé. Et quand c'est chaud, on ne voit que les atomes libres de nouveau. Mais dès qu'on abaisse la température, il y a un double pic là. Et ça vient de nouveau des paires qu'on a dans le système. Mais regardez maintenant ici, l'échelle d'énergie. Pour les molécules, l'énergie de liaison, c'est très élevé, 150 kHz. Là, le décalage entre les deux pics, c'est tout petit. C'est seulement quelques kilohertz. Donc, les paires qu'on a là, les many body pairs là, ont une énergie de liaison très très faible. Ensuite, quand on abaisse la température, on voit seulement un pic de nouveau.
Et si on regarde très bien, on peut voir que c'est un tout petit peu décalé par rapport au cerveau. Donc là, il n'y a que des paires, many body pairs. Et là, c'est la même expérience de nouveau, mais cette fois sur résonance. Oui. Donc, voilà, même chose, température haute que des atomes. Là, il y a des paires et des atomes et que des paires. Et on peut décaler, ça donne l'énergie de liaison. Voilà, ça c'est l'expérience que je voulais vous encore montrer pour vous introduire aussi à cette technique de radio frequency spectroscopy. Okay. Maintenant, la dernière partie sur les fermions ultra-froids que je vous raconte, c'est sur les mélanges fermioniques des deux éléments différents. Donc, jusqu'à environ 2007, quelque chose comme ça, toutes les expériences avec les fermions ultra-froids ont été faites, soit avec le lithium-6, soit avec les potassium 40. Pourquoi? Parce que c'est très facile à refroidir les alcalis, et ce sont les seuls fermions des éléments alcalins. Maintenant, nous on a construit une expérience où on a mélangé ces deux fermions-là. Et on peut étudier les paires de ces hétéronucléaires. Et pourquoi est-ce qu'on est intéressé à faire ça? Maintenant, on a une différence de masse entre les deux composantes, donc ça mène à des nouveaux phénomènes quantiques dans le système. Et en plus, on peut influencer le piégeage de ces deux espèces indépendamment. Par exemple, on pourrait imaginer avoir un réseau optique pour, disons, le potassium et immerser ces atomes dans le réseau dans un vin de lithium qui ne voit pas le réseau. Ok. Et ça, c'est la machine qu'on a construite à partir de 2005 et je pense que ça c'était en 2007. En printemps, on a obtenu les premiers mélanges Fermi de lithium-6 avec potassium 40. Et maintenant, on veut explorer la transition BC-BCS de ce système. Donc, il nous faut une résonance de Feshbach là-dedans. On a fait beaucoup de spectroscopie de Feshbach sur notre système. On a identifié les résonances et compris notre système. Et la résonance qu'on a à la fin décidé d'utiliser existe entre lithium dans l'état le plus bas et potassium dans le troisième état le plus bas. Il n'y a pas de bonne résonance avec potassium tout en bas, ce qui sert un peu mieux pour contre les pertes. C'est ça qu'on a trouvé, c'est la meilleure résonance. Elle est pas très large, comme vous voyez. La résonance de lithium-6 a une largeur de 300 Bose, très stable et tout. Ici, la résonance qu'on a trouvée, c'est très très fine. Donc, il a fallu un très bon contrôle sur nos paramètres expérimentaux pour exploiter cette résonance. Et voilà. Donc, maintenant, on a appris comment on peut refroidir ce système. Et la première chose à laquelle on s'est intéressé, c'est de voir ce qui se passe si on a une seule impureté à l'intérieur d'un gaz de Fermi. Donc ça, c'est le gaz de Fermi de lithium-6. Et là, c'est un atome de potassium. Et au départ, on met le potassium dans un état interne qui n'interagisse pas très fortement avec le lithium-6. Et maintenant, on peut changer ça en exploitant la résonance de Feshbach et se demander qu'est-ce qui se passe s'il y a une interaction forte. Et voilà. Un phénomène qui peut se produire, c'est qu'il y a des polarons ou des molécules dans le système. Laissez-moi expliquer ça un peu plus en détail. Qu'est-ce que c'est un polaron? Oui. Donc, vous avez ici un atome de potassium qui propage
à travers le lac de Fermi de lithium-6. Et le potassium rentre en collision avec les particules de lithium-6. Et tout ça, c'est très très compliqué à décrire. Maintenant, il y a une astuce dans la physique théorique à décrire un tel système. On dit que l'atome de potassium est pressé par le lac de Fermi de lithium. Donc, par exemple, s'il y a une interaction attractive entre le potassium et le lithium, vous pouvez vous imaginer que tous les atomes de lithium très proches au potassium sont déplacés un tout petit peu vers le potassium. Ils sont polarisés, c'est de là que vient le nom polaron. Et maintenant, si l'atome de potassium propage à travers le lac de Fermi, ce n'est pas seulement l'atome lui-même qui peut se déplacer, aussi ce nuage de polarisation doit se propager. Et on considère ça, le potassium plus le nuage de polarisation, comme une nouvelle quasi-particule. On réécrit toutes les équations qui décrivent le système maintenant en termes de cette quasi-particule. Et ces équations vont être beaucoup plus simples à résoudre que les équations initiales que vous avez avec un atome de potassium entrant en collision avec des atomes de lithium. Ok, donc cette polaron-là, cette quasi-particule, est comme une nouvelle particule libre, mais avec des caractéristiques changées par rapport aux caractéristiques d'un atome de potassium. Elle a une masse effective différente, elle a une certaine durée de vie limitée, et il y a aussi un nombre important le quasi-particle residue, c'est écrit combien de pourcentage de la fonction d'onde est encore une particule libre de potassium. Et il y a toute une théorie basée sur ces quasi-particules, c'est le Fermi Liquids Theory. Si vous connaissez, c'est intéressant à lire si vous en intéressez. Voilà. Il y a des colorants dans beaucoup d'autres systèmes ici. Par exemple, s'il y a un électron dans un solide, l'électron va interagir avec le réseau et on peut décrire ce système aussi en termes des colorants. L'électron est dressé par ces ions déplacés. On a déjà, avant notre expérience, observé des colorants dans le système de lithium-6, mais seulement une certaine espèce de colorant type attractive colorant. Et aussi dans potassium 40, il y avait une expérience à peu près faite au même moment que nous en avons fait. Bon, maintenant, on a bien décrit notre problème, on veut étudier ce système, donc on a demandé aux théoriciens de nous dire qu'est-ce qu'on peut s'attendre. Et après quelques calculs, ils sont venus avec un diagramme qui montre toutes les étapes qui peuvent exister dans notre système. Et ici, c'est l'énergie de certaines étapes sur la position où on est dans le BCS crossover. Donc ça, c'est moins 1 divisé par A. Donc la résonance de Feshbach, c'est exactement là. Ici, on a les molécules, et là-bas, c'est ce qui est dans le Many-Body System, le système BCS. Et là, il y a une tranche, une certaine étape qui s'appelle le Attractive Colorant. Et ça a cette énergie-là. Ça a été déjà étudié au MIT avant notre étude. Mais il y a aussi un autre type de colorant. Un colorant où les atomes de lithium sont repoussés par l'atome de potassium. Et ça, on appelle le repulsive colorant branch. Et ça, c'est la nouvelle chose qu'on a observée dans notre expérience. Et au-delà de ces deux états coloroniques, il y a aussi des états plus banals, des états moléculaires, donc où l'atome de potassium va prendre exactement un atome de lithium et vraiment créer une molécule avec cet atome de lithium. En fait, il y a beaucoup de manières différentes à faire ça. Le molécule créée peut avoir des impulsions différentes après la création des molécules. Donc, il y a tout un tas des états qu'on peut accéder là, et on appelle ça le molecule pole continuum. Donc tous ces phénomènes-là devront exister dans notre système, et maintenant c'est la question comment est-ce qu'on peut le voir. Est-ce que apparatif polarant et impulsif polarant peuvent coexister? Oui, absolument. Disons, ici tu as cette
largeur d'interaction, il y a les deux possibilités. Et si on crée un repulsive polaron là, il va, après peu de temps, désintégrer ou, comme on dit, il va changer, il va devenir oui, c'est ça, et des excitations en plus pour l'énergie. Donc, les repulsive polars sont très instables, c'est juste un état métastable, en fait, avec une durée de vie de quelques millisecondes pour notre expérience. Mais on peut quand même le voir, et l'astuce de le faire, c'est justement la radiofréquence, la spectroscopie en radiofréquence, parce qu'elle peut aller très rapidement. Donc, on a créé cette situation-là, on a un gaz de lithium-6, et en principe, on aimerait bien y placer qu'un seul atome de potassium, mais c'est techniquement difficile, et en plus, on n'a pas beaucoup de signal si on fait ça. Chaque experimental run, on a seulement un atome à détecter, et chaque run prend 1 minute, ça ne marche pas. Donc, au lieu de préparer un seul atome de potassium, on a créé un petit nuage de potassium qui contient très peu d'atomes. Donc, ces atomes-là sont très écartés l'un de l'autre. Donc, les différents polarons créés dans les systèmes ne s'influencent pas l'un de l'autre. Donc, on est toujours encore en train d'étudier la physique à un seul polaron ou un seul atome, mais on multiplie les signaux par 10 000 en utilisant cette astuce. Oui. Donc, oui, c'est un peu très clair. Ok. Donc, maintenant, bon, je vais toujours encore parler d'un seul atome parce que c'est plus simple, mais en réalité, on le fait toujours avec des atomes. Donc, on commence avec un potassium dans un état interne où il n'y a pas de résonance de Feshbach avec le lithium. Donc, il n'y a pratiquement pas des interactions entre le lithium et le potassium. Maintenant, on utilise une fréquence-radiofréquence pour changer l'état interne. C'est une fréquence-radiofréquence autour de 40 MHz environ. Et qu'est-ce qui se passe? Regardons encore cette image-là. Disons, je fixe mon champ magnétique là, pour avoir cette longueur de diffusion-là. L'atome de potassium est d'abord dans un état qui est à 1 km sous la Terre ici, 40 MHz comme plus basse. Et maintenant, je mets une radiofréquence. Ici, l'énergie de radiofréquence m'amène juste là. Il n'y a rien. Je ne peux pas transférer le potassium. Si j'ajoute un peu de fréquence à la radiofréquence, un peu plus d'énergie, et je vais là, je peux transférer le potassium. Et ça, c'est un autre signal. On regarde toujours combien de potassium est transféré. On fait ça pour chaque champ magnétique et pour chaque radiofréquence. Donc, il y a des centaines et des centaines d'expériences à faire, et ça, c'est le résultat final. Vous voyez, ici, on voit clairement qu'on puisse transférer des atomes de potassium. Et là aussi, ça, c'est le attractive polaron, bien connu, qu'on a déjà vu au MIT, et ça, c'est l'autre point, un branch de repulsive polaron. Et si on met la théorie au-dessus de nos mesures, on voit que ça colle très bien. Ok, et qu'est-ce qu'on voit encore? On voit que le signal devient de plus en plus faible, ou aussi de plus en plus élargi. Et ça vient simplement du fait que la durée de vie de ces repulsive polarons devient de plus en plus faible, le plus proche on va à la résonance. Donc, s'il y a un état qui ne vit pas très longtemps, on ne peut pas le résoudre très bien avec la spectroscopie. C'est pour ça que c'est Fourier limited. Donc, c'est pour ça que ça devient de plus en plus large. Et là, les traits pointillés, là, ça déligne le molecule Hall continuum, et on ne peut pas très bien le voir, et c'est parce que c'est beaucoup plus difficile avec la radiofréquence de créer une molécule. La raison est que une molécule est très très petite. Donc il n'y a pas un très bon overlap des fonctions longues entre le point de départ et les molécules. Le Franklin overlap, c'est très mauvais, c'est pour ça que c'est très faible. Si on veut voir les molécules aussi, ben, il faut s'y mettre avec beaucoup plus de puissance dans la radiofréquence. Et on a fait ça. Oui. On a augmenté l'intensité de la radiofréquence juste pour pouvoir voir les molécules ici. Ok. Et maintenant, on a accès à ces repulsive polaron et on peut étudier leurs propriétés. Et on utilise toujours la radio frequency
spectroscopie. Donc, par exemple, on peut maintenant pas seulement aller dans l'état de repulse colorant, on peut y aller et revenir juste en laissant la radiofréquence allumée pour longtemps. Ça va créer des oscillations de Rabi. Et ces oscillations de Rabi vont être influencées par les propriétés du colorant. Et en mesurant ça, on peut en déduire des propriétés du colorant. Oui. On peut se demander, est-ce que les fréquences Rabi, comment est-ce que leur fréquence change avec les interactions et s'il y a de damping. Et ça, c'est le résultat expérimental. Donc, la courbe noire, ce sont des oscillations de Rabi s'il n'y a que de potassium dans le système. Aucune interaction, c'est l'atome libre qui fait juste des oscillations comme ça. Maintenant, s'il y a les lithium en plus, on obtient le résultat bleu ou rouge, et lequel, ça dépend où est le champ magnétique, quelle est la longueur de diffusion. Et pour ça, chacune de ces courbes, on a mesuré la fréquence de Rabi et le damping. Et ça, c'est le résultat de plein de mesures comme ça. Donc, on voit bien que le damping, ça augmente quand on est à la résonance, parce qu'il y a des pertes, parce que le repulsor colorant va faire un decay. Et ici, on peut voir que la fréquence de Rabi change. Et ça, c'est d'ailleurs l'autre branche, ça c'est l'attractive colorant. Et maintenant, de ces mesures-là, on peut déduire des propriétés du colorant. Par exemple, on peut montrer assez facilement que ça, la réduction de la fréquence de Rabi du colorant par rapport à la fréquence de Rabi de l'atome unique, ça va juste avec le résidus du colorant. Ça veut dire le free particle residue. Ça veut dire la fraction d'onde d'une particule de potassium libre à l'intérieur du colorant. Okay. Et on a aussi pu mesurer la durée de vie. On prépare ce colorant-là, par exemple avec la radiofréquence, et ensuite on attend et on regarde combien il y a qui reste. Et dans des courbes comme ça, vous voyez que la durée de vie est vraiment très faible. Et là, on a tracé le decay time, decay rate de ces colorants-là. Et ce que moi j'ai appris quand on a fait ces figures, ces mesures-là, est que même si on a un système qui a une durée de vie très limitée, seulement 1 ou 2 millisecondes, on peut encore en déduire de la physique intéressante si on a des moyens à mesurer rapide. Oui. On travaille toujours avec des systèmes métastables, mais si on s'intéresse à des phénomènes qui sont plus rapides que la durée de vie, ça va. Et voilà, c'est tout ce que je voulais montrer sur les fermions, ce que nous en avons fait. Et bien sûr, il y a plein de choses à poursuivre avec les fermions encore. On peut travailler avec des fermions différents, les atomes interveux ou les atomes d'explosion arbium qui ont des propriétés très différentes. C'est intéressant d'étudier les fermions dans les dimensions réduites, dans les réseaux optiques. On peut aussi, ça j'ai mentionné d'abord déjà, enfermer le potassium, disons, dans un plan 2D ou dans un 1D et regarder comment ça se comporte à l'intérieur d'un gaz de lithium 3-dimensionnel. Et voilà, c'est une autre méthode à influencer le système. Bon, ça c'est tout ce que je voulais dire sur les fermions. Et maintenant, ah oui, il y a des questions. C'est un peu petit, c'est pratique, je sais, mais il y avait déjà beaucoup de gens ici qui ont parlé de ça. Ok. Vous pouvez toujours réfléchir et me demander dans la pause quelque chose comme ça. Maintenant, je vais vous parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est la création des molécules ultra froides. C'est un développement, c'est une chose qui est en plein développement mondialement en ce moment et qui est vraiment très intéressante. Et donc, pourquoi est-ce que c'est plus intéressant ou encore plus intéressant d'étudier les molécules comparées aux éléments? La raison est que les molécules ont une structure interne intéressante. Donc, vous voyez ici
potentiels moléculaires, il y a des états vibrationnels, des états rotationnels, en plus de la structure hyper fine qu'on connaît des atomes. Et si on a des molécules hétéronucléaires dans l'état fondamental, ils ont même un moment électrique dipolaire. Donc il y a des interactions à longue distance. Et Luis Santos a déjà parlé de ça hier, on va parler beaucoup plus après moi. Et moi, maintenant, je veux surtout vous montrer comment créer ces molécules. Pourquoi est-ce que ces molécules sont intéressantes? On peut étudier la chimie ultra-froide. On peut influencer les taux de réaction chimique avec des champs magnétiques ou électriques. Et ici, il y a juste un exemple qui vous montre que si on a une réaction entre le fluor et une molécule d'hydrogène, ça change par des ordres de grandeur. Si on change l'énergie, là c'est 1 Kelvin, 1 millikelvin, il y a 2 ordres de grandeur de changement de taux d'interaction. Et on peut influencer tout ça avec les champs électriques et magnétiques. Et les chimistes qui sont très intéressés de ça. On peut exploiter les molécules pour des tests fondamentaux. Par exemple, se discuter si le rapport de masse d'un électron et d'un proton reste toujours constant avec le temps. C'est pas donné. Et peut-être ça se change avec des billions et des billions d'années. Bien sûr, nous, on ne peut pas attendre des billions d'années, mais il faut compenser ça en mesurant très précisément. Et les molécules ultra-froides sont très bien suivies pour mesurer le rapport de masse entre l'électron et le proton et comment ça change avec le temps. Et aussi le moment dipolaire électrique d'un électron. Est-ce que ça existe? Non, si ça existerait, ça donnerait des informations sur des nouvelles théories comme la superstring theory. On peut exploiter les molécules pour construire des ordinateurs quantiques de nouvelles façons. Et nous, on est surtout intéressés à regarder des gaz quantiques, des molécules et étudier leurs propriétés, mais c'est ça que je vais vous raconter encore plus dessus. Ok. Donc, pour beaucoup de ces applications, il faut un gaz quantique de molécules. Et personne n'a créé ça en ce moment. Je vais vous raconter où on est envers la production d'un gaz moléculaire quantique. En général, il y a 2 façons complètement différentes à créer des molécules ultra-froides. On commence toujours avec les atomes et on peut d'abord prendre les atomes et créer des molécules. On achète les molécules de l'entreprise et ensuite on refroidit. Ça, c'est le premier chemin. Et le deuxième chemin, c'est on refroidit les atomes et ensuite on associe les molécules. Le deuxième chemin. Et maintenant, pendant le reste de mon talk, je vais décrire ces 2 chemins-là et où on en est. Et ensuite, je vais décrire de nouveau ma propre recherche sur les molécules médium expansion. Donc, on commence ici. Oui, on prend les molécules et on les refroidit. Et je vais parler de laser cooling extract. Ok. Donc, comme vous avez vu, hier par exemple, le refroidissement à laser est très performant pour les atomes. Donc, bien sûr, on pense à refroidir des molécules aussi avec les photons. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Bon, les atomes ont une structure de niveau très simple, essentiellement de niveau bon d'accord, il y a la fine structure, il y a la hyperfine structure, mais quand même, c'est assez simple et avec très peu de lasers, on sait refroidir les atomes. Regardons les molécules. Il y a ici des potentiels moléculaires. Disons, on prend 2 atomes de césium ou quelque chose comme ça. Là, ils sont tous les 2 dans l'état fondamental, c'est leur potentiel moléculaire. Et là, on a excité un des 2 atomes dans un état P excité. Et il y a beaucoup de niveaux vibrationnels, il y a structure rotationnelle, il y a hyperfine structure. C'est vraiment vachement compliqué. Maintenant, si on essaye de refroidir une telle molécule avec un laser, ce n'est pas une transition si grande. L'état excité là peut, avec une grande probabilité, normalement aussi aller dans d'autres états vibrationnels. Mais ça, c'est terrible. Comme ça, ces atomes-là sont noirs, les molécules-là sont noires pour laser de refroidissement et plus rien ne marche. Mais il y a des cas spéciaux où ça
ne se passe pas. Pendant une dizaine d'années, les gens ont pensé il ne faut même pas essayer avec les molécules, c'est désespéré. Et là, Dave DeMille, je pense qu'il était le premier à découvrir que dans certaines molécules, il y a des transitions qui sont un peu plus cyclones que d'habitude. Et là, il a utilisé le molécule strontium-fluoride. Et ça, c'est la structure des états les plus basses dans le potentiel moléculaire. Ici, c'est l'état vibrationnel, plus basse, plus la structure de rotation. Et ça, c'est le premier état vibrationnel excité, et ainsi de suite. Et si on utilise un laser là-dessus, c'est presque cyclone. 98% des molécules dans cet état vont revenir dans cet état. Donc on peut au moins avoir un scattering de 50 photons. Bon, il faut 10 000, mais déjà c'est le début. Maintenant, où est-ce qu'ils vont les autres molécules qui ne retournent pas dans cet état? Ils vont là. Bon, on met un autre laser pour les repomper. Et quelques-uns vont là ou là. Mais vous voyez que la probabilité avec laquelle ils vont là, c'est pas si, surtout là, plus si alors là, on peut encore repomper, ça fait ça. Et là, c'est très bien, ça repompe au point initial. Là, c'est repompé, là, c'est repompé. Et notre seul canal de perte, c'est celui-là. Et si on regarde, c'est la probabilité que ça se passe assez faible. Donc ici, on peut vraiment scatter 10 000 photons d'une molécule. Et il a utilisé ça pour refroidir un faisceau moléculaire de strontium-fluoride. Et ici, vous voyez les données. Il a mesuré d'abord son refroidissement laser, la vitesse d'un petit paquet de molécules qui traversent la machine. C'est ça. Et ensuite, il a allumé tous ces faisceaux laser là pour refroidir. Et vous voyez, c'est un petit peu plus lente. Donc, on a bien ralenti les molécules un petit peu. Ensuite, l'équipe de Jungi basée sur ça, a même pu construire un piège magnéto-optique deux-dimensionnel avec une autre molécule, le lithium oxyde, qui a la même structure. Même astuces sont possibles. Et ça, c'était fait, alors regardez, mars 2012, avril 2013, et maintenant, là, 23 avril 2014, l'autre équipe de nouveau, Dave DeMille, était capable de même créer un piège magnéto-optique trois-dimensionnel avec les molécules. Donc c'est un développement super rapide et comme toujours une chasse entre les deux équipes. Là, ça c'est la machine, c'est en principe une machine standard. Vous avez un faisceau de strontium-fluoride, ralenti par un faisceau laser contre-argent et 6 faisceaux laser pour enfermer ces atomes dans un piège magnétique. Il peut même prendre une image seulement. En fait, ça ce sont 1000 images moyennées, là, ce qu'on voit. Et il a des molécules à une température de 2000 Kelvin, des pièges 400 molécules. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà un état et c'est vachement bien joué. Ok, donc là on est en bonne voie de peut-être un jour pouvoir avoir un gaz quantique. Maintenant, il y a d'autres moyens de passer les faisceaux moléculaires. Une autre technique s'appelle le décélérateur STAR. Comment est-ce que lui il marche? Il influence les molécules pas avec des faisceaux laser, il exploite des champs électriques pour influencer le mouvement des molécules. Ok, donc d'abord on a une source de molécules dans la chambre à vide, c'est normalement un supersonic extension nozzle. Bon, il y a un paquet de molécules qui sort là, qui a une vitesse de typiquement quelques centaines de mètres par seconde et qui traverse la chambre. Maintenant, pour utiliser cette technique, on exploite des molécules qui ont un moment dipolaire électrique. Donc on peut les influencer avec les champs électriques. Et on construit une structure comme ça, avec des barres, vous voyez, en métal, qu'on puisse mettre à une tension électrique très élevée, dizaines de kilovolts. Right? Maintenant, il y a des molécules là, avec leur moment électrique dipolaire,
vont expérimenter un changement du potentiel en dépendance du champ électrique qu'ils voient. Et ici, il y a cette structure des barres. Et quelques-uns sont sur ground, les autres sont chargés fortement. Et les molécules vont voir cet potentiel-là. Donc s'il n'y a rien, la molécule va accélérer, ralentir, pas très intéressant. Mais maintenant, si on sait exactement où se trouvent les molécules, parce que c'est un paquet de molécules qui est mis par le nozzle ici et qui propage à travers la machine. Maintenant, on sait donc exactement le moment quand les molécules sont ici en haut, c'est le maximum du potentiel. Et exactement à cet instant-là, on change les champs électriques. Et soudainement, les molécules doivent de nouveau monter. C'est comme le Sisyphus cooling. Oui? Et donc, ils vont toujours convertir de l'énergie cinétique en énergie potentielle. Oui? Bon. Et la structure ici, vous voyez qu'il y a les électrodes qui sont croisés comme ça, pas comme dans l'image, comme ça, qui sont croisés. Ça, c'est pour garder les molécules confinées aussi dans la direction radiale. Ok. Et on peut exploiter ça, on peut aussi exploiter le moment magnétique des molécules de la même manière. Et ça s'appelle un Zeeman Decelerator. Au lieu d'avoir des champs électriques, on utilise des champs magnétiques. C'est beaucoup moins répandu, cette technologie. Il y a seulement 2 équipes au monde, je crois, qui utilisent ça. Mais ça marche de la même manière. On éteigne toujours les batteries quand les molécules sont sur le haut de leur potentiel. Ok. Et dernièrement, il y avait des développements très intéressants dans cette direction, encore dans l'équipe de Yunli. Il a un décélérateur STAR, des molécules OH. Et les molécules OH sont un peu spéciales parce qu'elles ont un moment dipolaire électrique et un moment dipolaire magnétique. Donc on peut combiner les technologies. Oui? On peut utiliser le ralentisseur STAR, là. Et on peut utiliser aussi des champs magnétiques pour influencer les molécules. Et en fait, ce sont 2 petits aimants permanents avec un trou au milieu qui créent un champ quadrupolaire très fort. Avec des aimants permanents, on peut avoir des champs d'un Tesla à la surface d'un aimant. Et donc, ils créent un paquet de molécules, ils les ralentissent dans le ralentisseur de STAR, et au départ, ils chargent les 2 aimants aussi électriquement. Le champ électrique compense la force magnétique de ces aimants. Et quand le paquet moléculaire est exactement au centre entre ces 2 aimants, soudainement, ils éteignent tous les champs électriques. Donc les molécules doivent encore... Oui, et ils sont seulement piégés dans ce piège quadrupolaire. Okay? Et maintenant, elles sont même arrivées à faire de l'évaporation des molécules dans un tel piège. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment étonnant. On n'aurait pas vraiment cru que ça marche. Pourquoi? Parce qu'ils ont ici des molécules OH, chimiquement parlant, ce sont des radicaux. Ils entrent en réaction avec tout et n'importe quoi, oui. Donc, 2 molécules comme ça, elles vont former facilement un O2, un H2, et ça libère beaucoup d'énergie. Et donc, normalement, on aurait cru que les collisions inélastiques, ça se passe tout de suite, donc il n'y a pas de possibilité de faire l'évaporation, où c'est important que les molécules forment beaucoup de collisions élastiques. Mais il y a une astuce, une chose vraiment spéciale avec ces molécules, et c'est que il y a une barrière de potentiel qui vient de l'interaction van der Waals. Et ça protège les molécules des réactions chimiques et permet de faire de l'évaporation. Bon, pour comprendre comment ça marche, souvenons-nous de nouveau de l'interaction van der Waals. Qu'est-ce que c'est? C'est une interaction induce-dipole, donc aléatoirement, parfois, le gel de l'électron, là c'est désigné avec des atomes, mais ça pourrait être en molécule, est déplacé un petit peu par le noyau. Et ça crée bien sûr un champ électrique qui va influencer
une autre molécule dans le voisinage. Et bien sûr, maintenant vous avez deux moments électriques, ça crée un potentiel qui dépend de la distance, et en fait ça dépend oui, ce que vous connaissez. Et maintenant, pour décrire ce phénomène, il faut exploiter le Second Order Perturbation Theory. Et là, je vous donne la formule qui décrit ça. Vous voyez, il y a la somme à faire sur tous les états de votre molécule. Votre molécule est dans l'état M, disons l'état le plus bas normalement, et il faut sommer sur tous les autres états. Donc, si vous êtes dans l'état le plus bas, là, et M est le plus bas, le dénominateur là, ça va toujours être négatif, oui, et M moins et N, ça va toujours être négatif. Donc la somme en total, ça va toujours être négatif, donc ça donne lieu à un potentiel attractif. Et c'est pas ça qu'on veut, bien sûr. On veut une barrière pour que les molécules ne se voient pas. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Il ne faut certainement pas travailler dans l'état fondamental. Mais si maintenant on est dans un état un petit peu excité, quelques-uns de ces termes dans cette somme sont positifs. Oui? Et si en fait il y a un état qui est un petit peu plus bas que l'état où on est, et M moins N c'est très petit, donc ce terme dans la somme est très très grand et ça peut dominer la somme. Et ça peut donner lieu à une interaction réflexive très très forte. Et en fait, dans les molécules OH, ça se passe naturellement. Et ça, c'est la structure de molécules OH dans un champ magnétique. Donc là, on est dans la situation que ressentent les molécules dans le piège quadrupolaire, dans la machine. Et les atomes, les molécules sont piégées dans cet état-là, l'état le plus élevé, parce que c'est seulement cet état-là qui peut facilement être piégé par le champ magnétique. Oui. Le champ magnétique au centre est 0, ça augmente dans tous les sens. Donc ici, dans cet état, ce weak field seeking, il va être stocké. Et vous voyez, il y a d'autres états en bas, exactement ce qu'il nous faut pour une barrière réflexive de Van Waals. Et c'est ça qui se passe vraiment dans cette expérience. Et ils ont été capables de faire juste de radio frequency evaporation, ça veut dire qu'ils ont changé avec de la radiofréquence les molécules de cet état-là vers les autres états, et ensuite à travers ces avoid crossings, les molécules ont pu quitter le piège. Donc ils peuvent sélectivement éjecter les molécules les plus énergétiques du piège, les autres déthermalisent parce qu'il y a beaucoup de collisions élastiques grâce à cette barrière de potentiel de Van Waals. Et ils ont pu diminuer la température de leur échantillon d'une dizaine de millikelvin à 5 millikelvin. Et ça, c'est limité en fait par leur résolution de mesure de température et pas par la technique de refroidissement. Voilà. Donc, ces techniques sont en plein développement, c'est très intéressant en ce moment. Et on a déjà obtenu des températures d'un millikelvin. On a montré qu'il y a des méthodes de refroidissement qui vont peut-être nous permettre d'atteindre cette dégénérescence quantique, mais toutes les expériences que je vous ai montrées sont encore loin de la dégénérescence quantique. 10 ordres de grandeur loin de la dégénérescence quantique. Encore beaucoup à faire. Mais c'est vraiment plus aussi désespéré qu'on a pensé il y a 10 ans. Ok. Maintenant, je vais vous décrire la deuxième méthode de créer un gaz quantique des molécules ultra-froides. De commencer avec les atomes, de les refroidir et les associer aux molécules ensuite. Ok. Pourquoi est-ce que c'est bien? Ok. Les avantages et désavantages de cette méthode. Ben, il y a un désavantage. On peut travailler qu'avec les atomes qu'on sait refroidir à laser. Donc ça nous limite aux 13 espèces que je vous ai montrées hier. Il n'y a pas vraiment de bonnes techniques à créer des molécules plus compliquées que des molécules consistant de 2 atomes primaires. Et les molécules que les gens ont déjà créées, c'est cette liste-là. Il y a aussi bien des avantages. On a un contrôle complet sur l'état quantique d'une molécule. On veut ça. Et on est très proche à la dégénérescence quantique. Les meilleures expériences sont les densités dans l'espace de phase, des molécules de 0.1. Et il faudra juste encore une petite étape de refroidissement évaporatif pour y arriver, mais il n'y a personne qui a fait ça jusque-là.
Et bon, il y a plusieurs techniques différentes pour créer des molécules avec les atomes ultra-froids et je vais vous expliquer ces techniques maintenant. Ok, la première technique, c'est très simple, la photoassociation. Si on n'est que intéressé à caractériser les molécules, peut-être faire de la spectroscopie, ça c'est suffisant. Vous avez juste deux atomes qui rentrent en collision, on va les illuminer avec un laser qui accède à un état vibrationnel excité, et ensuite ça peut créer des molécules dans quelques états vibrationnels ici en bas. Par exemple, on peut étudier les états vibrationnels. Mais comme il y a l'émission de cette photon-là, c'est incohérent, donc il y a toujours une impulsion qui est mise sur les molécules et vous n'avez pas la contrôle sur le dernier état, sur l'état dans lequel vous créez vos molécules. Et si on veut ce contrôle, on peut utiliser deux lasers et faire two color photo association. Oui. Et je vais en parler plus tout à l'heure. Mais toutes ces méthodes, si on n'ajoute pas d'autres choses, va mener à un nombre de molécules dans votre expérience très très faible. Une molécule à chaque instant, quelque chose comme ça, et des densités très très faibles. Pour avoir des quantités et des densités significantes, il faut exploiter d'autres techniques. Par exemple, l'association de Feshbach. Et je vous ai déjà décrit une méthode à faire ça avec les fermions de lithium 6. Et je vais vous en décrire une autre méthode. Maintenant, c'est qu'on a utilisé en premier. Ok. Donc ça, vous connaissez maintenant bien. Vous avez au moins 3 fois vu ça dans le cours. On prépare les atomes dans cet état interne-là et on met un état d'une autre configuration interne jusqu'en résonance avec l'énergie incidente des atomes. Maintenant, pour créer des molécules, tout à l'heure, on a juste déplacé cet état lié un peu plus en bas, c'est des collisions à 3 corps ont produit des molécules dans cet état-là. Maintenant, je vous décris une meilleure méthode à créer des molécules là. Et pour ça, on regarde cette situation-là d'une manière un petit peu différente. Dans cet diagramme, qu'est-ce que je trace? Ici, c'est le champ magnétique, et là, c'est l'énergie des deux atomes, et ici, c'est l'énergie des molécules. Donc, je trace l'énergie de cette, des thresholds de cette potentielle molécule, et je trace l'énergie de cet état lié-là, et je normalise par l'état des molécules, des atomes libres. Donc, ici, si je change le magnétique, et l'énergie des deux atomes libres ne va pas changer, mais l'énergie de cet état lié va changer. Okay? Et à cet endroit-là est la résonance de Feshbach. Et si on regarde maintenant plus proche, il y a un avoided crossing ici, à cause du couplage entre le open channel et le closed channel. Bon, et on peut exploiter ça pour adiabatiquement aller des deux atomes vers une molécule. En faisant ça, on crée un paquet des atomes ultra froids et on les prépare à un champ magnétique élevé dans cette situation-là. Et spatialement, on peut voir les atomes là. Maintenant, on change le champ magnétique relativement lentement et une bonne quantité des atomes vont coupler et aller dans l'état moléculaire. Il faut juste être suffisamment lentement pour croiser cette avoid crossing d'une manière adiabatique. Et il y a toujours des paires d'atomes, s'ils sont spatialement suffisamment proches et si leur impulsion est au départ suffisamment proche, ils vont former une molécule. Voilà. Maintenant, il faut bien sûr détecter ces molécules-là. Et comment est-ce qu'on peut le faire? Un moyen de le faire, c'est de séparer les molécules des atomes en appliquant la méthode Stern-Gerlach, en appliquant un gradient de champ magnétique. Parce que les atomes là, en tout cas dans la situation que j'ai tracée ici, n'ont pas de moment magnétique. Vous voyez, l'énergie ne change pas avec le champ magnétique. Par contre, le molécule, il a bien un moment magnétique. C'est la pente là, oui. Donc j'applique un champ magnétique avec un gradient dans la direction verticale et j'attends un petit peu.
et ça va séparer les molécules des atomes. Bon, souvent on ne peut pas prendre des images des molécules, parce qu'il n'y a pas de transition cyclone pour faire ça. Donc pour détecter les molécules, en fait, on les détruit de nouveau, on les reconvertit en atomes, et là on peut prendre une image d'absorption, et ça a cette allure-là. Donc ici vous avez les atomes, et quelques-uns des atomes ont formé des molécules, ont été séparés, et sont visibles après la dissociation de nouveau. Et ça a été fait pour la première fois en 2003 avec les molécules de césium et des expériences autour de la même époque avec le sodium au MIT et le rubidium au Max Planck Institute. Ok. Bon, ces molécules de Feshbach, elles sont créées dans un état bien spécifique, mais c'est un état qui est très proche au seuil du potentiel moléculaire. Ce n'est pas vraiment une molécule chimique qui devrait être là. Ils sont aussi, on contrôle bien la rotation, on contrôle tout, l'énergie de liaison, sur kilohertz ou gigahertz, comment on le fait. Mais il y a un problème avec ces molécules-là. Un grand problème, et c'est qu'ils ne sont pas très stables. La raison est qu'il y a tous ces niveaux vibrationnels là en bas. Donc, une seule molécule ne va pas pouvoir aller dans un état plus élevé, mais si la molécule entre en collision avec une troisième atome, ça peut changer l'état vibrationnel interne, et ça va le faire avec une très grande probabilité. Les troisième particules, c'est comme d'hab nécessaire pour conserver la conservation d'énergie et impulsion au même moment. Donc, le changement d'énergie interne est comme d'hab converti en énergie cinétique. Donc ça c'est grave, c'est pas bien du tout. Vous voyez ici une mesure des molécules sodium au MIT et regardez l'échelle de temps là, c'est horrible. Oui. C'est 300 microsecondes là et votre échantillon est déjà parti. Non, il nous faut stabiliser ces molécules si on veut en travailler avec. Et l'astuce le plus simple, c'est de confiner ces molécules dans des dimensions réduites. Et je peux faire ça avec un réseau optique. Donc, on crée, par exemple, si on crée une onde stationnaire de la lumière avec deux faisceaux, ça crée une intensité de la lumière qui change sinusitalement dans l'espace, et ça crée un potentiel qui confine les atomes ou molécules dans des plaques 2D, dans pancakes, des crêpes. Si on ajoute une deuxième paire des lasers, on peut créer des tubes. Et avec 3 faisceaux laser, on peut créer un joli réseau. Et maintenant, on peut exploiter ça pour séparer les molécules. Donc on commence avec un condensat Bose. On allume ce réseau optique 3-dimensionnel. Donc on crée quelque chose comme un carton pour les œufs. Et les atomes vont se distribuer de manière régulière sur ces potentiels-là, qu'on appelle ça la transition superfluide to mode insulator. Et on peut, si on adapte la densité du gaz, du DEC bien, on peut se mettre dans une situation où une bonne partie des sites sera occupée d'exactement 2 atomes, comme il le faut pour créer des molécules. Donc, nos puits de potentiel dans ce réseau tridimensionnel, c'est comme les test tubes pour la chimie. Vous voyez les petits tubes en verre pour la chimie. Et maintenant, on peut associer les molécules d'une manière ou de l'autre, par exemple avec cette rampe à travers la résonance de Feshbach. Maintenant, bien sûr, les molécules sont bien séparées l'un de l'autre. Elles ne peuvent pas rentrer en collision, il n'y a pas des atomes libres autour qui peuvent le détruire, et elles peuvent vivre pour des secondes. Ok. Maintenant, une remarque qui est liée avec tout ce qu'on a raconté sur les fermions et interaction. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on utilise une résonance de Feshbach entre 2 espèces fermioniques pour créer des molécules lithium-2 et qu'on peut même créer un gaz moléculaire de ces molécules. Ces molécules sont des molécules Feshbach, comme celles que j'ai décrites ici. Pourquoi est-ce qu'elles sont stables? On n'a pas utilisé un réseau. Quelle est l'astuce là? Ok. Bon, alors
ça, c'était l'histoire tout à l'heure. On a deux gaz dégénérés thermoniques, on a créé des molécules Feshbach, on les a pu condenser. Et on a vu qu'ils sont stables. La création a été faite par ces collisions 3 corps. Pourquoi est-ce que ces molécules sont stables? La raison pour ça est qu'ils sont créés dans un état très spécial. On a un état à l'eau. Vous voyez, ça c'est la fonction d'onde dans laquelle vous avez créé ces molécules. Et vous voyez qu'une bonne partie de la fonction d'onde est loin au-delà du potentiel moléculaire. Et pour faire une perte, il faut que la molécule va dans les états vibrationnels plus bas qui sont tout petits, qui ont la taille du potentiel moléculaire. Maintenant, pour avoir des pertes, il faut trois atomes qui rentrent en collision. Mais on travaille ici avec des fermions. Donc il y a seulement deux espèces fermioniques qu'on a mélangées. Donc nécessairement, deux de ces trois particules qui doivent rentrer en collision pour former un câble sont identiques. Ils ne peuvent pas s'approcher très proche. À cause du principe de Pauli, deux fermions idoptiques ne sont pas capables d'aller très proche. Donc pour créer une molécule comme ça, il faut que trois particules soient plus proches que l'extension ou la taille de la fonction moléculaire finale où va les molécules. Cette taille est super petite pour ça, mais elle est très grande pour ça. Donc, il est toujours possible, par collision à 3 corps, de créer des molécules dans cet état à l'eau, parce que ce n'est pas nécessaire que les trois particules soient très proches, parce que c'est géant, cet état. Par contre, ce n'est pas du tout possible pour ces atomes de créer une molécule profondément liée. Ok? Et ça donne lieu à la stabilité de ces molécules Feshbach si on travaille avec un système harmonique. D'ailleurs, ça, c'est de George Lavrikov, qui est là, que quelques-uns de vous connaissent. Ok. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous décrire sur les atomes molécules Feshbach. Les molécules Feshbach sont bien comme ça, elles ne sont pas profondément liées, elles n'ont certainement pas un moment dipolaire électrique. Pour ça, il faut des molécules dans l'état fondamental. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire, le moment dipolaire électrique? Le centre de charge des électrons est déplacé par le centre de charge des nucléus. Et pour une molécule comme Feshbach, une molécule qui est super large, ça se passe que dans les molécules profondément liées. Il y a un exemple nouveau. Ok, donc, pour avoir un moment dipolaire électrique, il faut bien sûr travailler avec une molécule hétéronucléaire. C'est homonucléaire, comme le Césio 2. On ne peut pas avoir un moment dipolaire électrique, c'est symétrique. Et il faut que ce soit profondément lié. Et aussi, il faut que les deux atomes duquel consiste la molécule ont une électronégativité très différente. Sinon, il n'y a pas de polarisation non plus. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec des systèmes dipolaires? Ça, c'est Louis qui va vous en parler. Donc, je vais vous décrire beaucoup plus. Il a déjà fait ça hier. Et les effets intéressants, il a déjà parlé de tout ça. Il va en parler encore plus tout à l'heure. Good. Donc, on veut maintenant créer des molécules dans l'état fondamental. Il faut des techniques expérimentales supplémentaires pour arriver à faire ça. Et la technique qu'on utilise, ça s'appelle STIRAP. C'est une méthode de transfert d'état qui est basée sur des interactions avec des lasers. Okay? Des lasers qui lient l'état. Ça, c'est une molécule Feshbach que vous avez créée. Et avec un premier laser, vous couplez cet état à un état vibrationnel dans un potentiel moléculaire excité. Avec un deuxième laser, vous adressez finalement l'état qui vous intéresse. Donc, recipe pour faire ça, d'abord on crée un gaz ultra froid, ensuite on fait des molécules Feshbach, ensuite on fait ce transfert avec des lasers. Donc, comment est-ce que ça marche maintenant en détail? Ici, c'est notre situation. On a un système type lambda.
2 lasers d'une configuration lambda. On a créé des molécules Feschbach et on veut les transférer ici. Donc la façon bête de le faire, ce sera la suivante. On fait une impulsion laser sur cette transition-là. On transfère les molécules vers l'état excité avec une impulsion pi. Et ensuite, on fait une deuxième impulsion laser sur cette transition. On transfère les atomes dans l'état fondamental. Ça marche, et ça marche très très mauvais. Pourquoi? Parce que typiquement, la durée de vie des molécules dans un état excité optiquement est très 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 faible. C'est quelques nanosecondes que ça vit. Donc dès que, pendant même que vous excitez vos molécules dans cet état, ils sont déjà en train d'être perdus dans n'importe quel autre état vibrationnel ici, où vous allez dissocier les atomes. Beaucoup de choses que vous ne voulez pas. Donc il faut réfléchir un peu plus. Bon, en fait, les gens qui ont découvert ça, ils ont voulu utiliser la première méthode. Par malchance, ils ont utilisé une autre méthode et ça a marché beaucoup mieux que prévu par la théorie. Ils ont dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et maintenant, après, ils ont découvert ce qui se passe. Ils ont exploité un état noir dans le système. Qu'est-ce que c'est un état noir? Ben, si vous avez que les lasers 2 allumés, par exemple, vos molécules Feschbach sont noires. Elles ne peuvent pas absorber cette lumière, elles sont complètement désaccordées. Et par contre, si vous avez que le premier laser allumé, les molécules là, dans l'état fondamental, sont noires, ne peuvent pas absorber cette lumière. Ok. Et même si vous avez les 2 lasers allumés, à la fois, il y a un état noir. On ne peut pas facilement le voir, mais bon, il faut écrire les Hamiltoniens de ce système à 3 niveaux, le résoudre, et vous allez voir, il y a un eigenstate de ce système qui ne peut pas absorber la lumière. Et cet état noir consiste en superposition d'une molécule Feschbach et d'une molécule dans l'état fondamental, et on peut l'écrire comme ça. Les amplitudes de probabilité, c'est juste l'amplitude, la fréquence de Rabi de vos lasers de couplage. Ok? Et maintenant, on peut exploiter ça. Vous savez, si on crée un système, ici, nous avons un système quantique dans un état, dans un eigenstate de notre système, avec cette laser-là allumée. Maintenant, si vous changez les paramètres de votre système très très lentement, l'état quantique va toujours suivre le développement de son eigenstate dans lequel il est préparé. Donc, notre système va toujours rester dans l'état noir. Mais l'état noir, si je change les intensités de laser, l'état noir va changer. Donc, on n'a que cette laser, ça c'est l'état noir. Maintenant, j'allume l'autre laser et j'éteigne au même moment le premier, et à la fin, ça sert à notre état noir. Et aussi, pendant le transfert, le système reste dans l'état noir, qui sera une superposition entre ces deux genres de sortes de molécules. Ok? Et ça marche super bien. Ça marche avec une probabilité de plus de 90%. Et pourquoi? La raison est que l'état excité n'est pratiquement pas couplé. Si vous faites le processus dans une durée infinie, c'est pas du tout couplé. Bon, en réalité, vous faites ça avec une durée finie, et c'est pour couplé un tout petit peu, mais très peu. Et donc, tout ça, ça marche très bien. Ok. Maintenant, oui. Maintenant, quand les gens ont compris que cette méthode sera possible pour accéder aux atomes dans l'état fondamental, il y avait de nouveau une grande chasse qui crée le premier les molécules dans l'état fondamental. Il y avait l'équipe de Johannes Ekabietschlag à Innsbruck qui a démontré que cette technique de Stirab marche. Ensuite, Silke Ostbildhaus à Gilla a pour la première fois démontré ça avec une molécule hétéronucléaire, ils sont allés encore un peu plus bas. Ensuite, Innsbruck de nouveau, Hans-Christoph Nägel, il est allé vraiment très profondément, des ordres de grandeur plus profondes que les autres. Et finalement, à Gilla, en 2008, ils sont arrivés dans l'état fondamental. Tac, 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 tac. Ensuite, à Innsbruck, ils ont aussi créé un état, des molécules dans l'état fondamental, mais triplet au rubidium 2 et dans le césium. Ils sont en train de travailler sur le rubidium césium. Ok,
Il y a d'ailleurs beaucoup des équipes au monde, une vingtaine de laboratoires qui sont en train d'essayer de créer des molécules dans des fondamentales diverses avec cette méthode. Bon, maintenant, il faut bien sûr de nouveau mettre en évidence ces molécules. Il faut les voir. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est assez difficile de prendre une image d'absorption des molécules parce que vous n'avez pas une tradition cyclante sur laquelle ça marche bien. Donc il faut de nouveau exploiter des astuces. Ok. Et l'astuce, c'est le suivant. D'abord, on va créer ces molécules dans l'état fondamental. Ensuite, on va virer tous les atomes libres, toutes les molécules Feshbach, tout ce qui n'est pas dans l'état fondamental. On fait ça très simplement avec des impulsions des lasers résonantes sur les molécules, sur les atomes et sur le résonance Feshbach. Les molécules sont bien désaccordées de ces impulsions laser, donc elles ne vont pas être influencées. Si on fait une détection directement après cette étape, on ne voit rien du tout. Et maintenant, on inverse le processus Dirac et on reconvertit les molécules en atomes libres desquels on peut prendre une image. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Et ça, c'est la première expérience avec les molécules nucléaires dans l'état fondamental, potassium rubidium, dans le labo de Betty Jen et John Lee. Donc, ils ont commencé avec les molécules Feshbach, sont allés là, et l'état fondamental. Ici, vous voyez le signal atomique. Ça c'est avant le processus de Dirac. Donc, il y a que des atomes. Ici, ça c'est l'intensité des cellules laser exploitées pour le Dirac. Cet croisement-là, ça c'est le premier Dirac qui crée les molécules. Après, bon, le signal est zéro. Ensuite, ils reconvertissent les molécules en atomes, le signal monte. Et ça leur a montré qu'ils ont eu du succès à créer ces molécules. Et la densité d'espace de phase de leur échantillon, c'est 0.1, parce que toutes ces méthodes-là, les molécules Feshbach, et ainsi de suite, ça diffère, c'est pas parfait. Même si on commence avec du gaz généré, à la fin, c'est plus généré. Donc il faut encore faire un peu d'évaporation. Ok. Ils ont exploré les propriétés de ces molécules. On a dit que ce sont des molécules avec un moment électrique tubulaire. On veut voir ça. Donc, ils ont appliqué un champ électrique. Ils ont regardé comment l'état fondamental change en énergie. Simplement avec la spectroscopie de leur faisceau Dirac. Et voilà, ça se comporte comme prévu, et ça c'est la mesure du moment dipolaire du potassium rubidium sur 0.6 cubaille. Et ils ont mesuré la durée de vie de leurs molécules, et vous voyez, c'est très petit, parce que là, dans les premières expériences, on n'a même pas travaillé dans le réseau. La raison, c'est de nouveau des réactions chimiques, rubidium de potassium, plus rubidium de potassium peut donner lieu à rubidium 2 plus potassium 2. Libération d'énergie. Et ça, c'est permis pour beaucoup des mélanges des alcalis, mais pour d'autres, ce n'est pas permis. Donc, après qu'on a compris que ce processus-là va rendre c'est très difficile d'obtenir un gaz quantique dégénéré de molécules, beaucoup de gens ont commencé à construire des manips avec ces molécules-là. Et c'est encore dans le processus d'être construit. Personne n'a terminé ça. Mais entre-temps, les gens ont remarqué qu'il y a un deuxième processus de carte qui applique aussi pour ces molécules-là. On a vu ça dans l'expérience de césium-2 de Christophe Neger. Ça s'appelle sticky collision. Donc, si deux molécules rentrent en collision, l'un avec l'autre, ils peuvent par exemple échanger du moment angulaire. Ils peuvent convertir leur énergie cinétique en énergie en rotation angulaire. Et ensuite, ils n'ont plus suffisamment d'énergie pour se séparer. Ils peuvent rester couplés l'un à l'autre comme ça pendant 10 millisecondes. Ce n'est pas une réaction chimique, mais ils sont attachés l'un à l'autre quand même. 4 atomes proches l'un de l'autre. Et comme c'est très long, 10 millisecondes, il y a une grande probabilité qu'une autre molécule entre en collision avec cette collisional complex. Ensuite, vous avez 6 atomes qui sont très proches l'un de l'autre
et c'est l'enfer. Là, on n'a plus rien pour inhiber les réactions chimiques. Et ça, c'est quelque chose avec lequel les gens doivent se combattre. Bon, il y a bien sûr la méthode de protéger les molécules en les mettant dans un réseau. Mais là, vous ne pouvez pas faire l'évaporation, bien sûr. Donc, vous ne pouvez pas faire la masse quantique. Et ce n'est pas un réseau aussi joli là, parce que ce n'est pas sur chaque site que vous allez avoir un atome. Dans l'expérience de potassium rubidium, il y a un atome tous les 10 sites, aléatoirement. Ce n'est pas du tout un gaz quantique. Ou encore, on peut confiner les molécules dans un crêpe 2D et les polariser, comme montré ici. Et donc, comme ça, ils se repoussent l'un l'autre. Et si on n'a pas trop de molécules et tout ça, ça pourrait être stable et on pourrait peut-être faire de l'évaporation radiale. Peut-être c'est une méthode pour créer un gaz quantique dans le futur. Mais même avec les systèmes qu'on a maintenant, là, avec juste quelques molécules aléatoirement distribuées dans le réseau, on peut déjà faire des expériences très intéressantes. Pour Louis, par exemple, aller plus. On peut regarder des modèles spin-réseau, donc des spins couplés par le long-range interaction électrique avec l'autre. Les spins qu'on exploite, c'est un pseudo-spin de deux états rotationnels. Et ce sont des articles de présentation si vous intéresse, mais Louis va probablement parler. Ok, et maintenant, dans les dernières 10 minutes ou quelque chose comme ça, je peux juste mettre au jour. Quoi? It's for 80 minutes, not 90. Ah bon? Mais bon. Ah bah non, Bon. Nous, on a fait un peu créer des molécules de strontium et on a fait une double DSC de rubidium et de strontium. Et il y a une difficulté là, il n'y a pas de résonance Feshbach pour créer des molécules. Donc, on a créé des molécules à partir des atomes libres avec le Stirac. Et un double multiplayer. Et on a exploré le système. Et on voulait créer des molécules, on est très proche de faire des molécules strontium rubidium, mais ensuite il a fallu déménager. C'est ça qu'on est en train de faire. De créer des molécules comme ça, ensuite il faut créer des molécules là. Pour ça, il faut la spectroscopie, on a des collaborateurs qui font ça avec une machine très intéressante exploitant des radiomolécules. Voilà, c'est ça. Thank you.